vois qu'on fait un peu moins recette qu'Airbus. On va essayer d'avoir une bonne conférence quand même. Catherine Gestin a la gentillesse d'expliquer qu'il n'y avait pas d'IA de confiance sans cloud de confiance. Ça tombe bien, c'est le sujet de notre conférence. Je vous propose de fonctionner en 2 temps. La première partie, on va essayer déjà de connaître nos invités. On a la chance d'avoir un panel qui est assez incroyable et qui représente la diversité des différentes stratégies qu'on peut avoir dans le cloud souverain. Ce panel va essayer de nous donner aussi sa vision de ce que c'est qu'un cloud de confiance, ce que c'est qu'un cloud souverain, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même vision des choses. Puis ensuite, on embrayera sur une présentation de ce qu'ils font et de la façon dont ils ont approché les différents projets, puisque comme je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir un panel très varié avec des stratégies très très différentes. Je vous propose, Caroline, peut-être de commencer, vous présenter, puis peut-être un mot rapide sur le cloud de confiance, OVH, qu'est-ce que c'est pour vous? Donc, Caroline Comé-Fregnaud, VH Cloud. Jusqu'au 1er octobre, je m'occupais de l'activité commerciale sur la zone France Benelux et au 1er octobre, j'aurai la responsabilité de l'ensemble des activités commerciales dans le monde entier. OVH Cloud, alors on est un opérateur mondial. On a 3000 salariés, on est pas loin du milliard d'euros de chiffre d'affaires et on est implanté partout dans le monde, aussi bien en Asie-Pacifique qu'en Europe et que sur le continent américain, au Canada et aux États-Unis. Donc voilà, donc on se veut le leader du cloud de confiance et du cloud durable aussi par rapport aux impacts sur l'environnement. Merci. Olivier? Donc Olivier Sigler, je suis le DSI du groupe Pierre Fabre. Pour nous, le cloud de confiance, en fait, on travaille pas mal sur le cloud. On est à peu près déjà à 40% de notre parc applicatif sur le cloud et on vise à aller à plus de 60% dans les années qui viennent. Le cloud de confiance, on a un peu 2 enjeux. Il y a un enjeu, on va dire, sécurité des données patients, consommateurs, puis un enjeu sur les données un peu secrètes, sensibles de l'entreprise. Et on développe après. D'accord. Alain? Oui, bonjour à tous. Donc vous voyez dans mes titres, il y a beaucoup de choses passées. Donc j'ai été DSI, Direction Générale des Impôts, quand ça existait, DSI à la Direction Générale des Finances Publiques, DSI à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Et il y a encore quelques temps, j'ai basculé dans un autre monde. J'ai été président exécutif de Nunspot, un acteur de cloud. On développe après sur la confiance ou j'enchaîne tout de suite, non? Ouais, tu peux nous donner ta définition. Ah, définition. Je vois que dans le titre, on parle de souverain et de confiance. Je vais commencer par confiance, c'est plus simple, et j'enchaînerai après sur souverain. Confiance, il me semble que dans le jargon du cloud en France, confiance, ça veut dire en gros Secnum Cloud. Je pense que ceux qui ont une qualification Secnum Cloud, on appelle ça de la confiance. Souverain, c'est un peu délicat. Certains défendront que le numérique ne peut pas être souverain, qu'on ne peut pas parler de souveraineté au niveau de nos entreprises. Donc, je vais avoir un peu de mal à le définir, mais je vais peut-être le définir à contrario. Qu'est-ce qui n'est pas souverain? Qu'est-ce qui fait que ça n'est pas souverain? Quand on fait le constat en Europe, même en France, je crois que plus de 70% du cloud en France ou en Europe, c'est des hyperscalers. Donc, je pense que si vous êtes là, vous êtes tous convaincus de l'intérêt du numérique. Se dire qu'on dépend de 70% des Américains, c'est un petit sujet. Ce n'est pas de l'anti-américanisme, mais j'allais dire ça crée ce qu'on appelle dans le jargon des fois un SPOF un peu particulier. Je ne sais pas ce qui va se passer le 5 novembre, vous voyez ce que je veux dire, qui sera président au mois de janvier, mais c'est potentiellement un SPOF vis-à-vis qui est assez important. Vous avez bien compris, je parle de Donald Trump, parce que tout le monde craint Donald Trump, mais je dirais, si c'est Kamala Harris, honnêtement, c'est la même chose. Joe Biden n'a pas eu besoin de Donald Trump pour tordre le bras de la Commission européenne quand il est venu et qu'il a signé un contrat avec la Commission européenne que l'on a appelé, ou certains ont appelé, données contre gaz ou gaz contre données. Donc un pouvoir américain assez important, cela doit être nos amis, mais c'est un pouvoir américain. Et ça peut être un sujet. S'il y a des marins dans la salle, pendant la guerre du Golfe, il paraît que, par exemple, les porte-avions français, ou le porte-avions français était un peu gêné parce que subitement, les élingues de catapultage des avions qui étaient fabriqués aux États-Unis ont été momentanément indisponibles. Donc, est-ce que c'est de la fiction? Non, ça n'est pas tout à fait de la fiction. Donc, un acteur, les États-Unis, qui est probablement un peu trop important. Un risque juridique aussi. Le sujet juridique est contre la souveraineté, puisque, en fait, finalement, au niveau des lois, les lois américaines sont anti-souveraines européennes. On parle du Cloud Act, tout le monde connaît. On devrait parler du FISA, qui est probablement le plus important, qui est ce qui, en gros, permet aux services de renseignement de faire de la collecte de masse et sans distinction,
et c'est extrêmement dangereux. Alors c'est très rapide, je vais le faire très rapide. Il faut juste savoir que FISA, si vous allez sur le site FISA, vous apprenez que ce qu'ils font, s'ils s'appliquent à ce qu'on appelle aux personnes américaines, c'est-à-dire les Américains ou les résidents des États-Unis, il est juste anticonstitutionnel par rapport aux États-Unis, contraire au 4e amendement de la Constitution. Pour autant, le FISA existe et ça permet d'aller collecter des informations. Et aux yeux des Américains, que ce soit des données des Européens, des données des Africains, des données asiatiques, ça n'y change rien. Ce ne sont pas des données américaines, donc le niveau de protection est beaucoup plus faible. Donc ça, j'allais dire, c'est aussi anti-souverain. Et peut-être dernier point, et je vais lâcher le micro, dépendre de technologies ou d'acteurs qui sont un peu hégémoniques et qui sont un peu trop conscients de leur position, c'est un vrai danger. Je ne veux pas spoiler des discussions qu'il pourrait y avoir par la suite, mais l'exemple de VMware, mais il y en a d'autres, on ne pourrait pas de Microsoft ou autres, sont autant d'exemples qui montrent que là, pour le coup, la souveraineté ou l'indépendance ou la maîtrise des dépendances que les différents acteurs peuvent avoir est lourdement fragilisée quand on est avec des acteurs qui ont un pouvoir énorme, qui en sont conscients et qui n'ont pas trop de scrupules. Donc je ne sais pas définir souverain, donc j'espère que je n'ai fâché personne. Par contre, je sais dire ce qui n'est pas souverain et ce qui pose problème. Parfait. Merci de cette brillante explication. Jean? Bonjour, donc moi c'est Jean Maral, je travaille à l'URSSAF Caisse Nationale, je suis responsable des opérations techniques et on s'est lancé dans un projet à l'époque avec Monsieur Isserny. On avait lancé le sujet d'un cloud de confiance communautaire au niveau de la sécurité sociale. Et donc, c'est un peu pour témoigner de ce sujet-là que je suis là. Superbe projet dont on parle beaucoup dans le Landerneau du cloud. On va jouer au passage de micro. Sacha? Bonjour à toutes et à tous. Je suis directeur général d'IMS Networks. Alors, notre société est spécialisée en fait dans les services managés de cybersécurité et de réseau. Et notre savoir-faire, c'est de sécuriser en fait les données sensibles de nos clients. Alors, pour répondre et peut-être pour aller un peu plus loin dans la discussion autour du souverain et de la confiance, notre vision également est à peu près ce que tu viens de dire, c'est que c'est cette autonomie vis-à-vis des technologies qui ne sont pas européennes. Je vais juste donner un exemple. On a une offre de service autour du Secure Access, Secure Edge, et qui est un mix entre le WAN piloté par du logiciel et également des technologies de sécurité. Donc on le fait au travers de nos infrastructures, donc totalement localisées en France, opérées évidemment par nos équipes qui sont également soumises par, je dirais, des bonnes pratiques comme l'ISO 27001, mais nous avons une appliance qui est d'un éditeur américain qui est leader du SASI. Donc dans ce cadre-là, nous communiquons, nous marketons sur du SASI de confiance et du SASI de souverain. Merci. Donc, vous voyez un panel assez large qui va présenter des visions différentes. Moi, je vous propose, Caroline, peut-être de faire un focus sur l'offre OVH et le lien avec la souveraineté. C'est-à-dire concrètement, comment ça se matérialise, un cloud de confiance chez OVH et quelle relation vous avez entre vos clients. Et puis, Alain en a parlé, l'extraterritorialité d'un certain nombre de... Je vais peut-être commencer par notre définition de la souveraineté. Alors, j'interviens sur d'autres pays que la France et souvent, je vais vous dire ce que n'est pas la souveraineté de notre point de vue. Souvent, j'entends dire, à partir du moment où on a un data center dans notre pays, qu'on héberge les données chez nous, on est souverain. Il y a énormément de pays qui pensent comme ça. Eh bien non, ce n'est pas la réalité, tout simplement pour les raisons données par Alain. Il y a des lois extraterritoriales qui permettent aux acteurs qui opèrent les solutions cloud d'accéder aux données hébergées dans votre pays depuis n'importe quel autre pays. Donc cette confusion est très très souvent là et elle est même entretenue. Donc voilà, donc c'est pas la localisation d'hébergement des données qui est suffisante. Ce qui va être important, c'est l'autorité, la réglementation à laquelle va être soumis l'opérateur de cloud. Donc, par exemple, les hyperscalers américains sont soumis aux lois extraterritoriales dont on a parlé. Ce qu'on considère, c'est qu'il y a deux types de souveraineté. Il y a la première souveraineté qui est la souveraineté technologique. Alors aujourd'hui, on va être clair, en Europe, on ne peut pas être 100% souverain dans le monde de l'IT et du cloud. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que sur les composants électroniques qui sont un peu la base de tout, on a une très forte dépendance à l'Asie, peut-être demain aux États-Unis, mais donc voilà, on est dépendant. Et je peux vous dire que c'est des choses, puisque nous fabriquons nos serveurs, que nous avons vécu au moment de la crise du Covid. Tout le monde, la demande explosait, tout le monde voulait s'équiper, et pour obtenir, et en général, du coup, par exemple, les Américains privilégiaient les sociétés américaines, et donc c'était plus compliqué en Europe. Donc là, on a vraiment touché du doigt ce qu'était la souveraineté. Donc 100% souverain d'un point de vue technologique,
Pour cette raison-là, ce n'est pas possible. Donc notre approche, elle est pragmatique. On intègre des technologies et des composants qui viennent d'autres pays. Par contre, on s'investit, on s'engage dans développer une offre, si possible open source. On a un véritable engagement dans la filière open source, mais aussi donc des solutions locales. Là où il y a une différence et où les entreprises doivent être extrêmement vigilantes, c'est la souveraineté des données. Quel contrôle j'ai sur les données que je vais héberger dans un cloud? Ça commence par cette question des lois extraterritoriales, à quelles lois sont soumises ces données, mais ça va plus loin. On sait aussi qu'il y a des pratiques commerciales qui peuvent aller à l'encontre de la souveraineté des données, c'est-à-dire contrôler ces données. Par exemple, les egress fees, qui sont des frais pour récupérer ces données, même s'il y a une réglementation, pour baisser ces frais de sortie, de récupération des données, ça reste très compliqué aujourd'hui de récupérer ces données quand on a des forts volumes dans certains environnements. C'est une vraie barrière à une compétition, à une concurrence équitable et aussi à une liberté vis-à-vis de ces données. Donc je pense qu'il faut réfléchir à ces différents sujets. À quel point voilà, j'ai le contrôle sur mes données, comment je peux les récupérer, qui peut y accéder, quel usage en est fait. Et puis d'un point de vue technologique, est-ce que je veux vraiment être sur des technologies les plus libres possibles open source, ou est-ce que je suis prêt à prendre certaines technologies d'éditeurs et propriétaires, et donc voilà, peut-être avoir une forme de contrôle moindre. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura moins de gens qui vont vouloir prendre du Broadcom, à mon avis, mais enfin, ça, c'est un sujet d'une autre conférence. Olivier, peut-être un petit focus sur Pierre Fabre, vous manipulez des données de santé, donc votre relation voilà, avec vos opérateurs, comment vous fonctionnez sur le cloud chez Pierre Fabre? Alors moi, je vais peut-être prendre un peu le contre-pied de ce qui est dit, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'utilisation potentielle de données par les Américains. Donc il y a deux enjeux, les données de santé, les données patients, consommateurs, et puis les données sensibles d'entreprise. Sur les données de santé, données de consommateurs, notre enjeu, c'est la sécurité. Il ne faut pas que ça sorte, il faut qu'on les maîtrise. Et la sécurité, elle peut être très bien assurée par des outils. On fait de l'hébergement en Europe, systématique, et parfois c'est un peu compliqué avec certains partenaires, mais on l'héberge en Europe. On n'a pas de crainte. J'ai vu des fantasmes, j'ai lu des fantasmes de gens qui disent oui, les Américains peuvent aller voler des données de santé pour peut-être faire des médicaments ciblés qui nous attaqueraient, etc. Non, ils n'en ont rien à foutre, ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas de risque là-dessus, il faut arrêter les fantasmes là-dessus. Donc, il faut qu'elle soit sécure, ça c'est important. Sécurité, ça c'est clé. C'est notre principal sujet. Que ça soit souverain, pas souverain, ce n'est pas le sujet pour le coup sur ces données-là. Par contre, les données stratégiques de l'entreprise, données sensibles, notamment parce qu'on peut avoir des opérations avec les États-Unis, on peut avoir des requêtes judiciaires. Là, il y a plus d'enjeux et là, on a effectivement des assurances quand même d'acteurs de type Microsoft, parce que c'est quand même beaucoup de données qu'on échange via notre messagerie, etc. Les assurances écrites, on ne sait pas jusqu'où elles tiennent, elles sont robustes. Donc nous, on se pose des questions autour de ça. Bon, pour l'instant, c'est quand même par le via judiciaire que ça pourrait... Donc la question qui nous inquiète, ce serait éventuellement sur ces données-là. Aujourd'hui, on gère ce risque-là. Il y a parfois en fait de l'hébergement dans du cloud privé, avec nos amis d'OVH notamment. Et là, on n'a pas de problème. Mais sur la messagerie, voilà, c'est le sujet un peu compliqué autour de ça. Donc voilà, pour un opérateur comme nous, le côté cloud souverain avec beaucoup de contraintes, beaucoup de normes, etc., on a un côté un peu pragmatique. Et puis on est obligé quand même de faire au plus simple. Et aujourd'hui, sur tout ce qui est données santé, données consommateurs, on est assez ouvert là-dessus. Parfait, merci. On va passer directement à Jean, parce que je sens qu'Alain aura plein de choses à dire, donc on va réserver l'intervention pour après. Jean, projet URSAF, PFS, peut-être un peu la genèse, puis pourquoi vous construisez ça, et avec qui vous allez le construire, ce fameux cloud communautaire. D'accord. Alors, la genèse de tout ça, donc on s'est posé pas mal de temps, on a commencé à se poser des questions sur le cloud en 2017. Et on a travaillé sur toutes ces technos et on avait des besoins d'agilité, d'accélération sur les développements. Donc le premier apport pour nous des techno-cloud passait par cette accélération et cette agilité. Donc on a établi aussi, on s'est posé beaucoup de questions sur de l'hébergement on-prem, d'aller chercher des services dans le cloud et on a fait toute une étude pluridisciplinaire sur ce sujet et on est abouti à une stratégie cloud de l'URSSAF Caisse nationale qui a été validée et avec une mise en avant de l'hébergement plutôt on-prem et l'utilisation de cloud de confiance en mettant un peu de côté les IP et ce genre de solutions. Devant ce constat, c'était notre ligne directrice. Nous avons développé en interne notre cloud privé, qu'on appelle la PFS, plateforme de service, basée sur un socle Kubernetes communautaire et qui s'appuie lui-même sur OpenStack, encore une solution communautaire
que l'on a retenues. Depuis de longues années, l'URSSAF Caisse Nationale est empreinte des orientations open source sur beaucoup de choses et on souhaitait conserver cette ligne directrice. Et donc ces développements ont été tournés autour de tout ça. Une fois qu'on avait des compétences et qui étaient difficiles à maintenir, on s'est posé la question du coup de l'utilisation du cloud et du cloud souverain. Et à l'époque, c'était en 2021-2022. Peu de solutions de cloud confiance existaient et en tout cas nous tentaient. Donc on s'est posé la question, dans le cadre d'une mutualisation, de réflexion mutuelle entre différentes branches, portée par la DSS, la direction de la sécurité sociale, pour nous dire mais qu'est-ce que finalement vous avez plein d'initiatives, il y a eu tout un travail d'état de l'art des différentes branches et on s'est aperçu qu'on travaillait tous sur les mêmes sujets, avec les mêmes problématiques. Et finalement est émergée doucement l'idée de dire mais et si on travaillait ensemble? Et si on faisait quelque chose ensemble? Et qu'on pouvait mutualiser nos savoirs et nos compétences. Et de fil en aiguille a émergé cette idée de dire construisons un cloud communautaire pour la sécurité sociale. Ce qui regroupe, peut-être pour être précis, alors je aimais ça. Au niveau des partenaires qui ont dit allez, chouette, j'y vais. On avait le cœur a tourné autour de la CNAM avec Alain Isserny qui était un grand sponsor du sujet. Jean-Baptiste Courouble qui était chef de file pour la DSS, il animait donc toutes les réflexions autour du cloud pour la sécurité sociale au niveau de l'URSSAF Caisse Nationale et l'IMSA qui nous a aussi très rapidement rejoint avec le même souci et envie d'avancer ensemble. Donc ça a été le noyau dur. On a démarré toutes les études avec tous nos experts et nos managers sur ce sujet-là. Et la CNAM nous a rejoint, la CNAV, VIS nous a rejoint quelques temps après. Donc c'est sur ces 4 branches qu'aujourd'hui on travaille pour construire ce cloud communautaire. Et bravo, parce que c'est un exemple assez rare d'entités qui se regroupent pour essayer de construire une alternative opérationnelle, effective, économiquement, versus les hyperscalers américains. Sacha, peut-être ta vision, puisque tu vois quand même plein de projets, plein de clients différents et de déploiements, peut-être rentrer un peu sur ce que tu vois et qu'est-ce que c'est que le marché du cloud de confiance aujourd'hui? Alors, le métier d'IMS, c'est d'améliorer en fait cette confiance et de sécuriser, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces données. Donc on y tient, nous, on a 4 piliers en fait pour cela. Le premier des piliers, j'en ai parlé, c'est le modèle opérationnel. Ça, c'est important. On voit de plus en plus de clients se retourner vers nous parce qu'ils ont besoin de cette confiance. Donc on a un Network Security Operating Center qui est localisé en France, non externalisé et conforme aux différentes, je dirais, bonnes pratiques comme l'ISO 27001. Donc demain, on sera forcément en compliance avec des réglementations de type NIS 2. Le deuxième point que recherchent en fait nos clients, c'est des choix technologiques. Donc des choix technologiques non européens. Et ça, c'est important. On a parlé de l'open source, mais nous, on travaille avec des constructeurs et des éditeurs. Donc notre choix, c'est de prendre des solutions qui sont européennes. Donc un exemple, aujourd'hui, on est en train de manager le réseau de l'enseignement et de la recherche française avec évidemment la sécurisation de leur réseau interne pour des raisons évidemment de confiance. On le fait avec de nouvelles technologies, de data center fabrique, et on le fait évidemment avec un partenaire que l'on a choisi et qui est de confiance et européen. Le troisième point, on a parlé de la donnée et de la sécurisation de la donnée. Donc, de la même manière, le métier d'IMS, c'est de faire transiter cette donnée de data center en data center, de cloud privé, cloud public. Et ça, on le fait de plus en plus de manière chiffrée. Et c'est demandé évidemment par nos clients, par exemple un grand groupe national de l'énergie, et on met des technologies, même à solution quantique, validées par l'ANSSI. Donc on se tourne vers des certifications de l'ANSSI. Puis le quatrième point, qui est le cœur de métier également des DMS Networks, c'est de regarder tout ça et de mettre de la cybersécurité. Cybersécurité opérée par nos propres équipes, mais avec des solutions pareilles, technologiques, que l'on veut souveraines, donc des EDR, des NDR. Voilà. Donc chez IMS, c'est ce que l'on voit aujourd'hui du marché, pas forcément une question de la globalité, de la souveraineté ou de la confiance, mais petit à petit sur les différents aspects, je dirais, de la maîtrise en fait de leurs données et de leurs infrastructures, et d'apporter une réponse de confiance. Alors peut-être avant de faire un dernier tour de table, Alain, je voulais profiter
profiter de ton expertise, puis je sens que tu as plein de choses à dire. Le marché du cloud de confiance, il a pas mal évolué. On en a parlé avec Jean, il y a 3-4 ans, les offres étaient beaucoup moins lisibles. Aujourd'hui, on voit des acteurs leaders comme OVH, qui est le digne tête de file des acteurs sur, on va dire, ayant émergé de la France. On a vu des initiatives. Alors, tu as parlé de Numspot dont tu viens. Je crois que tu as des choses à dire aussi sur Stack IT, l'offre de cloud souverain issue du groupe Schwarz, détenteur de Lidl. On en a pas mal parlé. On a vu certains acteurs comme les acteurs de la sécurité sociale se regrouper. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo de ces différentes offres, de ce qui se passe et de ce que tu vois arriver pour nous, clients? Qu'est-ce qui risque de se passer sur ce marché-là? Volontiers. Déjà, je voudrais dire, le discours que j'ai, c'est pas juste anti-américanisme et sortir les hyperscalers. Ça n'a pas de sens. Ils sont là et ils seront là durablement. Pour moi, l'enjeu, quand on parle de souveraineté, c'est faire émerger des alternatives. C'est pas faire du protectionnisme et arrêter et interdire ces acteurs-là. C'est comment laisser le choix d'avoir des acteurs différents, européens, français, qui permettent d'offrir des alternatives. Et c'est important parce que pour des données sensibles, moi je suis convaincu que c'est un danger. Les Américains ne parlent pas de renseignement, ils parlent d'intelligence économique. Et c'est plus noble, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et je pense que le risque est là, et il est important. Par 2 fois d'ores et déjà, la Cour européenne de justice a condamné ou démenti la Commission, qui par 2 fois a considéré que l'échange de données avec les États-Unis et l'Europe était suffisamment sûr, au moins du côté RGPD. D'accord ? La Commission a réédité une 3e fois. Beaucoup disent qu'il y aura probablement une 3e fois la Cour européenne de justice qui viendra condamner la Commission. Parce que tout simplement, en fait, l'appréciation des données et les lois américaines et Europe sont juste antinomiques. Ça ne pourra pas marcher. 2e point, et un exemple récent, en fait, c'est Scotland Yard, c'est les Britanniques. On ne peut pas considérer que les Britanniques sont les plus anti-américains au monde, hein, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Microsoft a admis auprès de Scotland Yard qu'ils ne savaient pas garantir le fait que leurs données ne se retrouveraient pas aux États-Unis. Je dis bien ça, hein. Là où la croyance est de dire qu'on est sûr de savoir où sont les données, dans un cas bien précis, très important aux yeux de Scotland Yard, Microsoft a dit « je ne peux pas le garantir ». Donc cette garantie n'existe pas. Et donc la question, c'est maintenant comment on fait, parce que c'est ça qui est plus important, comment on fait pour faire changer les choses. Il y a la réglementation, mais quelle est la portée de la France ou le pouvoir de la France au niveau de l'Europe pour faire influencer les choses ne sont pas claires. Pour les plus sachants d'entre vous, que vous avez entendu parler EUCS, avec le niveau I+, le plus étant, en fait, c'est haut niveau de sécurité cyber, plus une immunité aux lois extraterritoriales. Et bien il se trouve qu'en Europe, il y a essentiellement la France qui défend cela. Les autres pays européens, ayant probablement peur de froisser les États-Unis, qui ont déjà dit que c'était une forme d'attaque de faire ça, les autres acteurs européens sont extrêmement réticents. Donc avec le pouvoir actuel de la France, je pense que ça sera difficile de le faire passer à l'Europe, il faudra bien voir, mais c'est un vrai enjeu. Donc EUCS, on ne sait pas quand est-ce que ça va passer, est-ce qu'il va y avoir I+. La bonne nouvelle, elle est tombée il n'y a pas très longtemps, c'est que Gaia-X, organisation qui a été poussée par la France et l'Allemagne et qui regroupe un écosystème, je crois, de plus de 300 entreprises, a sorti récemment son référentiel de labellisation des clouds européens avec 4 niveaux. Et le dernier niveau, très explicitement, ne peut être acquis que s'il y a une sécurité contre les lois extraterritoriales. Donc les entreprises qui ont une sensibilité particulière là-dessus peuvent en fait utiliser ce produit-là ou ce référentiel-là pour dire voilà mon exigence. Donc ça concerne les entreprises. C'est un peu plus compliqué pour l'administration. Parce que est-ce que l'administration, s'il n'y a pas le ICS I+, est-ce qu'elle peut dire moi j'ai besoin de l'immunité contre les lois extraterritoriales? Ça n'est pas sûr, parce qu'il est très probable que le UCS qui sortira, en fait, s'imposera à tous les pays européens et pourrait interdire par cela les administrations de dire moi j'ai des données suffisamment sensibles et je ne veux pas qu'elles soient touchées par des lois extraterritoriales. Ce que défend aujourd'hui le gouvernement, c'est inscrit dans la loi SREN qui a été votée en mai dernier, dont les décrets d'application doivent sortir au mois de novembre. Il va être intéressant de voir en fait à quel point, si à défaut de pouvoir soutenir la position de la France au niveau de l'Europe, la France sera capable de sortir les décrets d'application pour enjoindre les administrations, quand elles ont des données très sensibles, et dans les administrations que je connais un peu, il peut y avoir des données extrêmement sensibles,
de faire en sorte que si elles vont dans le cloud, elles sont hébergées dans des endroits où il n'y a pas de risque d'extraction des données. Donc l'État a un pouvoir ou un devoir extrêmement important. Aujourd'hui, il est plutôt fragile, je ne sais pas ce qu'on peut en attendre, au moins au niveau de l'Europe. Et donc, il me semble qu'il faut s'orienter vers un débat ou une stratégie qui ne repose pas uniquement sur le pouvoir politique que peut avoir la France au niveau de l'Europe, mais aussi dans la sphère privée. Et tu m'y as invité, et je veux bien en parler bien volontiers. Lidl fait du cloud, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est étonnant, hein. Moi, honnêtement, j'avais entendu parler de Lidl du temps où ils avaient voulu lancer un projet pour aller sur SAP. Ils ont dépensé 500 millions d'euros et ils ont fait machine arrière. Donc, ce n'est pas un acteur que j'attendais dans le domaine de l'IT. Il se trouve que ça a surgi il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a le Lidl Cloud ou Schwarz IT. Il faudra vérifier les chiffres, hein, parce que ça vient de tellement nulle part qu'il faut bien savoir. Il faudra voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais qui annonce faire du cloud. Aujourd'hui, ils annoncent un chiffre d'affaires de 1,9 milliard en cloud. Il faut voir ce que c'est. Alors, les esprits chagrins diraient, dans le 1,9 milliard, il y a 1,7 milliard au sein interne du groupe Lidl. Il n'y a que 200 millions en externe. Parlons-en. Parmi les acteurs français, quels sont ceux qui ont plus de 200 millions de chiffre d'affaires au niveau du cloud? On a un représentant là. Et après, on peut chercher, il n'y en a pas d'autres. On verra. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ils sont très, très ouverts sur l'open source. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont d'ores et déjà labellisés C5, qui est peu ou prou l'équivalent du Secnum Cloud en Allemagne. Certains diront le C5 est plus faible, plus facile que le Secnum Cloud, mais c'est le plus haut niveau de labellisation qui existe en Allemagne. Et donc, ça fait partie des acteurs qu'il faut regarder. Et je me dis, il y a peut-être des choses à faire dans cette logique-là, qui est soit on attend les commandes de l'État, soit on prend le taureau par les cornes. Et il y a quelques acteurs qui se disent, voilà, on va s'unir et on fait quelque chose de bien puissant avec un marché captif. C'est ce qu'a Lidl, mais c'est ce qu'a fait AWS. AWS a été créé au début, c'était pour faire du cloud pour Amazon. On sait ce que c'est maintenant. Et donc c'est peut-être une trajectoire pour laquelle qu'il faut regarder et dont il faut peut-être s'inspirer. Merci beaucoup. Est-ce que il y a des intervenants qui veulent rajouter quelque chose avant qu'on essaye peut-être des questions, s'il y en a? Non, on est bon. Des questions dans la salle? Pas du tout. C'est très clair, c'est ça? Moi, j'en ai une dernière pour vous. Vous avez parlé beaucoup d'open source, tous, si je regarde bien. On parle beaucoup d'open source sur la partie, on va dire, infrastructure, c'est-à-dire ce qui va permettre de remplacer les hyperscalers. On a parlé de Kubernetes, on a parlé d'OpenShift, etc. Est-ce que vous voyez émerger aussi des solutions européennes souveraines sur, j'allais dire, les couches du dessus? On a parlé de messagerie tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses qui existent? Est-ce que dans vos entreprises aujourd'hui ou chez vos clients, vous voyez arriver aussi ce besoin d'avoir, je sais pas, une bureautique, alors on le connaît avec le conseil régional ici, mais une bureautique open source, une messagerie open source, etc., ou c'est des sujets qui sont plus du tout d'actualité? Sacha, je sens que... Oui, on a un client qui est l'enseignement et la recherche. Donc on est obligé de communiquer avec eux via leurs outils de collaboration qui sont propriétaires de l'enseignement et de la recherche. Et pour communiquer, on est obligé aujourd'hui d'utiliser en fait ces environnements et quand il le faut, d'implémenter d'autres outils permettant d'être dans cet écosystème, je dirais, de confiance. Ouais, donc il y a des exemples de ce type-là où on ne passe pas par Teams, par Microsoft et par d'autres solutions de collaboration très connues. Peut-être un mot. On a un écosystème d'éditeurs logiciels extrêmement riche en France. Alors, il y a des solutions collaboratives qui existent. Il y en a même une qui a obtenu la qualification Secnum Cloud. Waller a pas mal communiqué là-dessus, mais aussi très riche en matière de cybersécurité, qui est important pour le coup, parce que quand on parle de protection des données, simplement aujourd'hui, on se retrouve un peu face à la problématique dont on parlait sur le cloud. Chacun est assez petit. Et donc, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que là aussi, dans ce monde des éditeurs de logiciels, on arrive à avoir des champions européens. Donc, on a SAP qui est presque devenu américain, je dirais. Mais on a sinon Dassault en France qui est une très belle réussite. Enfin, voilà. Mais ces succès sont trop rares. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir une politique sur cette couche logicielle. Alain? Alors oui, l'open source, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il peut y avoir des difficultés. On dit open source, c'est gratuit. Non, ça n'est pas gratuit. Ça peut être dangereux. Il y a certains éditeurs qui ont changé leur licence, qui ne sont plus open source. Mais néanmoins, entre utiliser un produit éditeur dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière et utiliser de l'open source, il y a un gros écart. Imaginez juste un instant si VMware était open source, VMware ou Broadcom n'auraient aucun pouvoir de négociation ou aucun pouvoir pour assurer ce qu'ils disent. Parce que leurs clients pourraient continuer à utiliser le produit open source, pourraient se liguer éventuellement pour l'entretenir et les maintenir,
et il n'y aurait pas cette difficulté-là. Donc oui, l'open source est je pense, une bonne stratégie. Alors, le collaboratif, c'est un gros sujet, c'est un beau sujet. Je dirais, au début des années 2000, on disait, on n'a jamais vu un seul DSI se faire virer parce qu'il a choisi IBM. D'accord ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire, on ne verra pas un DSI parce qu'il choisit Teams ou 365, et on ne verra pas un seul DSI se faire virer parce qu'il a choisi VMware. Pour autant, et oui, mais ça peut être une question quand même, quand on est sur des trucs qui font plus x5, x7, x10, est-ce que le choix était stratégique ? C'est un sujet. Après, c'est un sujet de volonté du CEO, du CIO. C'est un sujet de conduite du changement. Et oui, il y a des alternatives. C'est pas facile, mais ça peut se faire. J'ai commis il y a quelques années, il y a 10 ans, j'étais à la DGFIP, c'est 120 000 personnes. C'est moi qui ai contraint, entre guillemets, la DGFIP à sortir de Office et utiliser LibreOffice. Bon, maintenant, ils m'en veulent un peu parce que ça n'est que de la bureautique. Maintenant, on ne parle pas de la bureautique, il faut du collaboratif, il faut rajouter quelques couches. Mais moyennant quoi, depuis 10 ans, en fait, la DGFIP doit économiser à peu près 15 millions d'euros par an. Au lieu de verser des subscriptions auprès de Microsoft, ils utilisent un outil libre. Donc imaginons un instant, s'il y avait des acteurs qui avaient cette volonté, des gros acteurs, et qui seraient prêts à faire cela, imaginons ce que ça représente, et on voit bien qu'il peut émerger un certain nombre de solutions. Juste un instant là-dessus, si on prend que la sphère publique, l'ensemble des fonctionnaires, des trois fonctions publiques, si on les dote tous de 365, ça va arriver un jour s'il n'y a pas d'alternative. Je pense que c'est presque 1 milliard de chiffre d'affaires annuel. Donc imaginons un instant s'il y avait une initiative pour faire émerger une alternative plutôt libre. À 500 millions. Qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on peut faire avec quelque chose qui représente un business d'1 milliard d'euros ? Il y a beaucoup d'entreprises qui seraient quand même intéressées à le faire. Donc ce sont des pistes, mais ça n'est pas facile, il faut beaucoup de volonté et changer les états d'esprit. Olivier ? Oui, moi, ce qui est très difficile pour un groupe comme nous, c'est qu'on se transforme très rapidement. Et la vitesse d'accès à des technologies matures, c'est très important. Il y a la sécurité dont j'ai parlé. Et puis, il y a la pérennité des choix qu'on fait. Parce que les paris qu'on fait sur des solutions pas très matures, le gros enjeu pour nous, quand on investit, quand on met en place des capabilities, c'est qu'elles soient pérennes, quoi. Et à la fin des fins, quand on fait des choix, le sujet de dire, mais est-ce que le choix il va être pérenne dans le temps, c'est une question assez délicate, parce qu'on met en place l'avenir de groupe, quoi. Donc, si on prend, je sais pas quoi, un outil, est-ce qu'on va être capable de, si tout s'arrête, donc pour moi, le risque, il y a un risque de sécurité, il y a un risque, mais le risque de pérennité est souvent, et ça amène malheureusement souvent à aller sur des choix de solutions plus grosses, plus matures, et des grosses solutions. Et c'est tout le défi des petits logiciels, open source, mais de se dire, si on prend ça, est-ce que dans 2 ans, 3 ans, on ne se retrouvera pas complètement bloqué ? Dans les entreprises, c'est vraiment une question très délicate à adresser. Jean, qui a de l'open source un peu partout chez lui ? Oui, ça c'est un grand sujet et là, pour le coup, on est en échec puisqu'on a tenté l'approche open source avant de franchir l'étape 365. Et c'est vraiment un sujet très compliqué parce que ça impacte les utilisateurs. Et on a eu le Covid. Et là, ça a tout changé. Et là, c'est très compliqué. Ça sera difficile de revenir en arrière. Donc ça, c'est un sujet à part entière et compliqué. Et c'est là que je voulais venir sur la partie de souveraineté. Notre indépendance. Donc Microsoft, le produit est génial, pas de souci. Et c'est pour ça que l'émergence d'une alternative est absolument nécessaire puisque on est pieds et poings liés avec cet éditeur. Et donc là se pose la question, et puis là je reviens sur le thème de la conférence sur la souveraineté, mais c'est notre indépendance. Est-ce que encore au niveau des DSI, au niveau des clients, nous utilisateurs, on est encore maître de nos choix ? Et poussé par tout le contexte, les utilisateurs, pour le coup de la suite collaborative, c'est compliqué. Et après, si j'ouvre un peu plus le débat sur la souveraineté, et je pense que dans le cloud souverain, c'est ça qu'on attend aussi, c'est qu'on puisse travailler la réversibilité. Est-ce qu'on ne soit pas attaché, quel que soit où on soit, par rapport à des choix ? Donc, VMware, Broadcom, on se retrouve bec dans l'eau avec des augmentations et on se sent attaché et plus indépendant et plus maître de notre destinée. Et c'est pour ça aussi que dans le cloud sécurité sociale que nous avons lancé, il y avait cette partie, on veut être maître de notre destin, on veut être maître de nos solutions, on veut mettre nos ressources sur le suivi avec les communautés open source sur ces solutions pour être maître de notre destin. Et ça, c'est important pour les cloudeurs, la réversibilité, laisser les clients choisir.
Merci. Merci à vous. On a épuisé notre temps de parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter les intervenants qui vont rester là quelques minutes. Merci à tous. Merci au panel et à très bientôt.